S'il te plaît, n'aie pas honte. Brise ton silence de honte. Cherche un lieu sécure pour toi, pas pour les autres, pour toi, pour te faire confiance et faire confiance à la vie. Vous venez d'entendre la voix de Michel, résidente dans une des habitations des Maisons de l'Ancre. Je m'appelle Ariane Langteau et je suis intervenante et je travaille comme chargée de projet aux Maisons de l'Ancre. C'est un organisme qui héberge les femmes en difficulté et aussi les personnes trans et non-binaires. Quand on a su qu'on aurait la chance de faire un balado, on a commencé par aller vers nos résidents et résidentes pour développer le projet ensemble. Louise et Michel se sont portés volontaires. Je m'appelle Louise et je réside aux Maisons de l'Ancre depuis janvier 2018. Je m'appelle Michel et je réside aux Maisons de l'Ancre depuis décembre 2018. On a réfléchi ensemble pendant plusieurs mois sur quoi devrait porter notre balado. En travaillant sur le terrain, on voit que même si en surface, les causes et difficultés qui nous amènent à l'hébergement sont multiples, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points en commun sur ce qui aide les gens à se rétablir. Alors, c'est à ça qu'on consacre notre série balado. Bienvenue à l'épisode 1. Les épisodes de notre balado sont pensés pour être écoutés dans l'ordre, alors c'est parfait si vous commencez par celui-ci. Le sommeil, c'est pour les Un, deux, un, deux. C'est bon. Super, Bon, c'est mieux. parfait, parce qu'on va rire. C'est ça le projet. Et peut-être même pleurer. Qui sait? Bon, on peut faire le tour habituel. Michel, Louise, qui veut commencer? D'habitude, c'est Michel. On peut commencer. Bonjour Michel, bonjour Louise. Bonjour tout le monde. Coucou. Je suis un peu nerveuse, je suis contente en même temps d'être là, puis un peu émue parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Puis là, c'est comme un peu l'apogée, puis je suis vraiment contente de vous voir là devant vos micros, là, c'est comme excitant. Michel, dans notre premier épisode, on va parler de ce que tu as vécu durant ta période d'itinérance, mais surtout, on veut aborder le rétablissement, les clés du rétablissement. Chaque épisode de notre balado va explorer un aspect différent du rétablissement. C'est notre premier épisode aujourd'hui, mais c'est aussi la suite d'une série de rencontres qu'on a eues ensemble pendant les 6 derniers mois pour comprendre ce qui est important pour vous. On a décidé qu'on voulait mettre en lumière le parcours de rétablissement, pas seulement rétablissement par rapport à l'itinérance, mais par rapport à toutes les difficultés en fait qui peuvent amener une femme à être hébergée à moyen ou long terme dans une ressource comme les Maisons de l'Ancre. Louise, dans un prochain épisode, tu vas nous partager qu'est-ce qui t'a amené à être hébergée aux Maisons de l'Ancre, puis comment tu te rétablis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses qui est bénéfique dans le fait de faire un projet balado comme celui-là? Puis, en fait, pourquoi tu as décidé de participer au projet? Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses qui, dans ma vie, que je n'avais pas remarquées. Comment est-ce que je pouvais ne pas parler puis écouter, malgré tout mon silence. J'arrivais à parler ouvertement pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai vécu. Puis, dans le fond, ta parole est importante. C'est ce que je pensais pas avant. Mais le projet Balado m'a permis de pouvoir mettre mes pieds à terre puis de pouvoir parler. Merci, Louise. Michel, tu as accepté de partager l'histoire de 10 ans d'itinérance et de ton rétablissement. Un rétablissement qui, comme souvent tu le dis, est toujours en cours aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que c'est important pour toi qu'on fasse un balado comme celui qu'on fait aujourd'hui? Ben, premièrement, l'importance, c'est que plus de personnes qui sont au courant de ce que c'est vraiment de se sortir de l'itinérance, les personnes vont se faire une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir, puis de penser par rapport à l'itinérance. Michel, je vais pas te poser de questions sur ta vie personnelle et familiale avant l'itinérance, par respect pour tes souhaits et ta confidentialité. Mais est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il y a eu un long historique et un vécu difficile, autant dans l'enfance que dans ta vie adulte, qui ont contribué à cette période-là? C'est ce qui veut dire que c'est pas une cause spécifique qui t'a amené à l'itinérance, mais un ensemble de facteurs. C'est vraiment un ensemble de facteurs. Moi, j'appelle ça multifactoriel, là. J'ai souvent ce mot-là en bouche et puis je le mets à peu près à toutes les sauces parce que c'est ce que j'ai connu. Tu sais, j'ai connu un petit peu de tout. Puis, c'est ça. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, mais ça a été un petit peu osé, là. Tu sais, c'était un petit peu trop pour moi. Michel, tu as passé 10 ans en situation d'itinérance à Montréal, sans domicile fixe, avant ton arrivée aux Maisons de l'Ancre. J'aimerais revisiter avec toi cette période-là pour mieux comprendre de quoi tu te rétablis. Je ne sais pas par où tu souhaiterais commencer, mais peut-être pour placer le contexte, ça fait combien de temps que tu es aux Maisons de l'Ancre? Mais là, ça fait bientôt 7 ans. C'est la première fois que je demeure à un environnement plus d'1 an. J'ai déménagé, moi, à raison de 33 déménagements auparavant d'être en situation d'itinérance. J'errais déjà. J'errais dans des logements ordinaires. Je pense que j'étais un peu honteuse de ce que je portais. Puis je voulais comme pas me l'admettre. Puis avant même qu'on me dise que j'étais, ah, en tout cas, malade, souffrante mentalement, ben ça a pris du temps. Puis parce que j'étais dans le déni, ça a pris encore plus de temps. Puis comme j'avais honte, ben j'ai coffré ça. Mais tout ce que ça faisait, c'est que les voisins me tombaient sur les nerfs. Et puis, c'était toujours la faute des autres. Je déménageais pour un tout, pour un rien. Et puis, je me suis retrouvée à l'hôpital, justement en santé mentale. J'ai suivi une thérapie. Ça l'a mieux été. Mon fils m'a pris chez lui 1 mois. Il a dit: «Je te donne 1 mois, puis trouve-toi un logement». Fait que là, j'ai trouvé un colocataire. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec lui. Lui, il a eu honte lui aussi. Il a eu honte d'un pompier. Les pompiers étaient venus à la maison, puis c'est moi qui avais placé l'appel. Alors, il m'a fait partir de sa maison, de son logement, puis je suis arrivée dans une maison d'hébergement suite à un monsieur, un homme que j'ai rencontré dans la rue, que j'ai dit: «J'ai besoin d'aide». J'avais mes 2 sacs remplis. Puis pareil comme dans les films, là, il neige dehors, puis bon, on est en 2008 et puis en janvier, tout ça. Fait que j'arrive dans une maison d'hébergement que l'homme m'avait indiqué l'adresse. Et puis à cet endroit-là, mais j'ai pas été accueillie comme je pensais, que j'aurais pensé. Je m'attendais, moi, à «Bonjour madame, vous avez besoin de nous? Est-ce qu'on peut vous aider?» Est-ce que, tu sais, avoir un peu d'empathie, un peu de caring, tu sais? Puis il y en avait pas.
Est-ce que ça ressemblait à une prison? C'est entre une prison puis, un endroit très structuré. Puis les personnes qui y travaillaient, c'était des agents de sécurité que moi je ne savais pas. Je croyais que j'avais affaire à des intervenantes psychosociales, puis quand j'allais pas bien, j'avais envie de parler, de libérer un peu, les fardeaux que je vivais, mais ils n'étaient pas compétentes, les personnes, parce que c'était des agentes de sécurité que je savais vraiment pas. Au final, est-ce que tu préférais aller dans les refuges ou être dans la rue ou ailleurs? C'est Ben quand même 10 ans, d'itinérance, fait que j'imagine que tu as été dans plusieurs endroits. oui, oui, effectivement, justement pour, pallier à cette unité 9, cette unité 8 là, j'ai tenté plusieurs autres maisons d'hébergement. C'était pas facile. Même là, j'étais, comment est-ce qu'on appelle ça? Profilée. Je vais vous donner un exemple, à un autre endroit, j'avais juste dit, «Mon Dieu, j'ai passé une grosse journée aujourd'hui, je me sens comme une bombe. C'est fou comment est-ce que ça se bouscule à l'intérieur de moi», tu sais? J'ai juste exprimé ça. La personne a dit: «Attendez-moi juste un moment». Elle m'a quittée puis est allée voir la superviseure. Au lieu de me demander c'est quoi qu'est-ce que c'était, tu sais? Puis j'ai couché là pareil cette nuit-là, mais dans un lieu à part des autres. Puis ça m'a fait sentir vraiment, très dangereuse, très pas adéquate. Et puis, j'ai dormi là, puis le lendemain que j'ai essayé de téléphoner à 2 heures comme à l'habitude pour réserver mon lit, elle me demande mon nom, je lui donne mon nom, puis elle dit: «Non, vous avez plus le droit de venir à cette place-ci». Ben, j'ai dit: «Comment ça?» «Ben, vous êtes trop dangereuse». Ben, j'ai dit: «Ça a pas de sens. Est-ce que je peux parler à la superviseure?» Elle dit: «Écoutez madame, là, vous parlez de bombes, là, puis toutes sortes d'affaires». Elle dit: «Nous autres, on n'a pas besoin de ça ici, où est-ce qu'on est. On a besoin de tranquillité. Les femmes sont fatiguées», ainsi de suite. J'ai dit: «Écoutez, j'étais toute seule avec, l'intervenante. C'est juste que c'est une façon de m'exprimer, tu sais. On peut pas rien faire pour vous pour 3 mois. Fait que vous pouvez pas venir, fait que je me retournais, tu sais, encore à la case départ, ainsi de suite. Puis si ça faisait pas, ben j'étais dans les hôpitaux pour dormir. Fait que je disais, mettons, j'ai mal à la tête, ben pour voir un médecin, ça prend 8 à 10 heures, des fois 12 heures. Fait que je pouvais me coucher sur des bancs en attendant la matinée, puis de m'endormir tranquillement au chaud ou au frais si c'était l'été, tu sais. Alors, sinon, les pires moments, ben ça a été dans des boîtes de carton. Des très grandes boîtes de carton que je me couchais à l'intérieur, puis dans un stationnement d'église. Tu m'as déjà dit à cet effet que tu avais trouvé c'était lesquelles les meilleures boîtes de Oui, carton. C'est oui. lesquelles? Les meilleures boîtes de carton, là, c'est celles qu'habituellement on voit en pharmacie, c'est les fameuses présentations, tu sais, sur, 5 pieds de haut qui présentent, admettons, une barre de savon. Ça, c'est enveloppé dans un très grand carton pour pas briser ce panneau de présentation-là. Alors puis c'était dur, très épais. Alors j'avais moins froid. J'avais moins froid, puis c'était de ma grandeur. Fait que je pouvais me réchauffer du mieux que je pouvais là, tu sais, bien sûr, en plein hiver, c'est pas évident. Puis l'été, ben, c'était les bancs de parc.
Puis les bancs de parc, c'est pas toujours facile parce qu'on a la police après nous. On n'a pas le droit de coucher sur un banc de parc, puis on n'a surtout pas le droit d'être dans un parc après, je pense, minuit, jusqu'à 6 heures, je pense, le lendemain matin. Fait que comme je dormais la nuit, comme tout le monde, entre guillemets, ça fait que j'avais des contraventions. On me remettait des contraventions, puis moi, je venais fâchée. Mais je ne le montrais pas, mais tout ce que je faisais, j'étais arrogante. Là, je disais au policier, je dis, comment tu penses que je vais payer ton ticket? Mais l'agent de police, lui, il me disait, sois poli, sois pas arrogante. Ben là, j'ai dit, OK, c'est correct. J'avais tellement peur, tu sais, d'avoir pire. Tu devais souvent être en contact avec des policiers en étant en situation d'itinérance. C'était quoi l'impact sur ton état d'esprit, selon la façon qu'ils t'abordaient? Ah, c'est l'épouvante. C'était l'épouvante tout de suite parce que déjà là, j'étais fragilisée. J'avais peur. Être au fond du trou. Souvent, ce que j'ai remarqué dans ma santé, par rapport à l'estime de soi, ben curieusement, il m'arrivait un événement avec la police, puis que moi, je me sentais là, engouffrée, tu sais, vraiment tombée dans un gouffre sans fond. Puis, je disais, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Parce que faut pas oublier que la police, c'est ma famille première, à part des personnes vivant d'itinérance comme moi. C'est la famille première qui est supposée te protéger. Fait que moi, si ça me protège pas, puis je sais qu'on est des personnes vivant d'itinérance, puis on est tous un peu, comment est-ce qu'on appelle ça, éclectiques au niveau du partage de vivre ensemble, de la cohabitation ou pas. Alors, quand la police n'est pas de pair avec toi, t'es comme, t'es loser, là, tu deviens tout perdre, là, tu sais. Puis je devenais névrosée vraiment, vraiment, je pouvais plus fonctionner, je pouvais plus chercher de logement, là, c'était fini. Il m'est arrivé une situation, là, dans une maison d'hébergement, justement. Il y a une femme qui m'a frappée. L'intervenante me dit, Michel, est-ce que tu veux porter plainte? J'ai dit oui. Elle dit, on appelle la police. J'ai dit, parfait. Bien là, la personne, quand la police est arrivée, moi, j'étais toute contente, j'étais comme un enfant. Je disais, tu ne me retoucheras plus, là. J'étais toute fière de dire ça. Mais il y a un policier des deux, il m'a fait tourner sur un dizaine. Je me suis ramassé le menton à côté sur l'ascenseur. Et puis, il m'a dit, ferme-la, d'un ton très sec. J'ai eu la peur de ma vie. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre les personnes vivant l'itinérance. Nous étions la chair à canon, la celle qui m'a frappé, comme moi, j'étais la victime. Puis encore aujourd'hui, je pense ça des fois. Je voudrais penser autrement, tu sais. Tu aurais eu besoin de plus d'empathie. Oh oui, je voulais être sécurisée. Moi, j'avais besoin de sécurité. J'avais besoin aussi de me sentir protégée. Tu sais, enfin, quelqu'un prend mon bord. Surtout dans la police. Il m'est arrivé 14 événements semblables. Je peux-tu vous dire que moi, quand je vois un habit de policier, là, je suis petite dans mes culottes. Je suis là, oh non, j'ai dû traverser la rue, ça rouge, c'est bol. Je suis à pied, puis, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas évident. Tu faisais beaucoup de choses dans ton quotidien pour pouvoir répondre à tes besoins. Fait que si je comprends, pour toi, c'est important que les auditeurs, auditrices puissent comprendre c'était quoi la réalité au quotidien que tu vivais en étant en situation d'itinérance. Tu sais, en racontant un peu ce que j'ai vécu dans l'itinérance, ben, tu m'as parlé comme de ma ronde de lait, admettons. Ben ça, une ronde de lait, quand tu es itinérante, quand tu vis, tu es une personne
vivant l'itinérance, c'est que tu dois aller chercher tous tes besoins que tu peux pas combler à des endroits que tu penses que tu peux combler, comme être dans une maison d'hébergement puis pas avoir droit à aller, se laver en matinée. Ben, je devais aller dans un CLSC. Puis, j'allais me laver dans un CLSC où il y avait la salle de bain, pour, personnes handicapées et puis je ressortais de là, j'allais au CSCS, un comité centre-sud quelconque, qui vendait, c'est-à-dire des bons déjeuners différents des maisons d'hébergement. Fait que ce que je faisais, c'est que je quêtais dans le but de me prémunir de ça, d'avoir un bon déjeuner le matin comme tout le monde, tu sais? Alors, puis j'attendais par la suite, un peu fatiguée, épuisée d'avoir dormi avec 40 femmes dans un dortoir. Je m'accotais la tête sur la table de la cafétéria et puis, en attendant l'ouverture de la Bibliothèque nationale pour que je puisse aller, regarder un film, me détendre dans un fauteuil. C'était plus confortable que les chaises de métal que nous avions dans les maisons d'hébergement. Certaines maisons d'hébergement ont été conçues dans le but de faire retourner la personne rapidement dans une maison, dite normale, un logement. Donc, d'enlever tout confort dans le but de retourner, de se revirer les manches et puis, tu sais, d'y aller à fond, tu sais, pour, trouver un logement. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important, de parler de cette réalité-là. Puis par la suite, de rencontrer une travailleuse sociale. Tu n'en rencontres pas juste une, tu en rencontres moi, je n'ai rencontré 4. Fait que ça aussi, c'est déstabilisant. Puis à chaque fois, ce qui se passait, c'est que quand je rencontrais une travailleuse sociale, elle me demandait de raconter ma vie. Et ça, c'est, désarmant. Parce que de raconter notre histoire, quand on est des personnes qui vivons l'itinérance, c'est de nous remettre dans l'incapacité de se refaire. C'est enlever l'estime, le peu d'estime personnelle qu'on essaie de se bâtir. Et puis, ouais, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup de m'apercevoir de ça, tu sais. Mmh. Puis dans ton parcours, je me souviens que tu as dit qu'il y avait une travailleuse sociale en particulier qui t'avait beaucoup marqué. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette travailleuse sociale-là? Mais elle, premièrement, quand je l'ai rencontrée la première fois, elle l'a fait comme les autres, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé le pourquoi que j'ai été, pas elle voulait savoir ma vie. Mais après, mettons, la semaine d'après, je la rencontre à nouveau. Elle me dit: «Michel», elle dit: «Tu es stressée». Elle dit: «Tu as les épaules aux oreilles». Elle dit: «Je peux-tu te masser les épaules? Ça te ferait du bien». Moi, j'étais toute étonnée, puis j'étais inquiète. Premièrement, je sens pas si bon que ça, puis je viens de la rue, puis bon, un paquet de raisons, tu sais, une proximité, puis tout ça. Mais je la laisse faire. J'ai dit: «OK». Fait qu'elle me masse les épaules, ça dure peut-être 5 à 10 minutes, mais ce que ça a fait chez moi, c'est que je suis repartie avec mon bonhomme de chemin, puis aller faire toutes les démarches qui étaient nécessaires pour, avoir un logement. C'est-à-dire prendre une liste de propriétaires intéressés à avoir une personne qui a vécu des difficultés et puis, faire tout en mon possible pour les rejoindre, puis, faire des suivis téléphoniques, ainsi de suite. Puis ce qu'elle a aussi développé chez moi, c'est une grande, observation de mon corps. Une fois, j'avais mal dans le plexus, je sais pas trop, je sais pas comment appeler ça, je pense que c'est le sternum.
Et puis, elle m'a dit tout bonnement: «Tu as mal dans le sternum? Ben, dis-moi, je vais t'inviter à te rendre toute petite, à rentrer dans ton corps, t'asseoir à côté de ton sternum, puis lui demander qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi tu as mal? Qu'est-ce que tu veux me dire?» Ben, imaginez-vous donc, ça a marché. J'ai jasé pendant qu'elle est allée me faire des photocopies de personnes pour qui je pouvais appeler par la suite pour avoir un logement. Puis je me suis parlé. Puis ça a fonctionné, j'ai plus eu mal. Ben, je fais encore cette technique-là aujourd'hui pour à peu près n'importe quel mot. Et ça fonctionne. Des personnes comme elle, il y en a pas des tonnes. Ce que ça a fait chez moi, c'est que ça a renoué avec toute l'essence, une nouvelle façon de regarder ma vie. Il y avait moins d'empressement d'avoir un logement, mais plutôt une qualité de vie pendant que je suis en démarche. Parce que le fait qu'elle ait utilisé une approche globale, ça m'a fait réaliser que j'étais importante en tant qu'être humain. C'était pas seulement, je dois avoir un job, je dois avoir un toit sur la tête, je dois avoir c'était comme, prendre soin de soi, c'était plus important, que je pouvais pas acquérir ce dont j'avais besoin si j'étais pas en santé. Je pouvais pas, rejoindre des personnes idéales si ça donnait pas un ton à la recherche d'un logement, tu sais? Fait que je voyais que l'important, c'est de s'accueillir. C'est de s'accueillir en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu veux dire par s'accueillir? Ben, c'est c'est comme si, c'est comme si toute ma globalité en moi doit être reconnue de moi et non des autres. Puis quand on venait me froisser psychologiquement, je réagissais très fortement, mais ponctuellement. Puis pour garder ma sérénité, le peu de sérénité que je pouvais avoir, je voulais pas me faire enlever ça. Non, tu touches pas à ça. Tu as pas fait ta chambre, Michel. Ah, je la fais, là. Je la fais. Ce sera pas long. Tu sais, ou tu as pas fait ceci, tu as pas fait cela. Fait que je prenais pas de responsabilité de trop, tu sais. Parce que c'est déjà beaucoup de chercher un logement en tant que personne vivant l'itinérance. L'itinérance, là, c'est pas un choix. Je peux dire ça. J'ai envie de parler de ça, que c'est pas un choix, que c'est un état qui se produit suite à plusieurs mauvaises mauvais événements. Tu sais, comme quand tu perds tes enfants, tu perds ton conjoint, tu perds ta job, ben là, tu as ces 3 choses-là que là, tu as plus d'argent, puis là, faut que tu sois à l'aide sociale, faut que tu payes ton logement. Il reste que, dans le fond, tout le monde peut être à risque de vivre Ah, l'itinérance. Seigneur, oui. Moi, je veux vous dire qu'est-ce que j'ai déjà dit. Hey, qu'est-ce que j'ai déjà pensé par rapport à l'itinérance. Moi, j'étais une personne qui jugeait ça pas gros, mais j'étais un peu marketing, moi, tu sais. Je me disais que les squeegees, là, ceux qui lavent les autos, là, tu sais, les fenêtres, puis je disais ça à mes parents. Il y aurait juste à faire ça en habit cravate. Puis, il me semble qu'il y aurait plus d'argent, puis ça ferait passer le temps des personnes, ils seraient moins en critique de qu'est-ce qu'ils verraient, tu sais, de la personne qui est en train de laver les vitres. Mais moi, là, 1 an après, je me retrouve à la rue.
Je peux-tu vous dire que qu'est-ce que je pensais, là? Faudrait pas que quelqu'un me dise une affaire comme ça parce que, tu sais, c'est comme la réalité, là, tu sais, c'est quand tu fais garder ton stock aussi, puis je vais finir avec ça, là. Quand tu fais garder ton stock dans une maison d'hébergement, de nuit surtout, c'est supposé d'être sous clé. Ben moi, mes choses étaient soit volées, soit brisées. Puis c'est pas le temps de s'astiner avec des agents de sécurité, de dire: «Écoute, tu m'as volé ou tu as brisé mes choses». Moi, j'ai compris que j'ai plus de porte de sortie. Tout le monde fait qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a pas de justice. Moi puis la police, ça fonctionne pas. Fait que je vais pas appeler la police pour dire: «Regarde, je suis sûre qu'elle a pris mes affaires». C'est difficile de s'en sortir parce que il y a c'est faut que tu votes pour toi. J'ai eu à voter pour moi, indépendamment de tout ce que je pouvais observer ailleurs. Comment tu vas, Michel? Tu viens de nous parler de ton vécu. Ça me fait toujours du bien de me raconter parce que ça fait place à de l'émerveillement après. C'est du passé. Puis je me sers de mon passé pour rejoindre les autres auditeurs qui ne savent pas dans quoi nous baignons. Je suis pas la seule à vivre tout ce que j'ai vécu. Puis Dieu sait que je vous ai conté le 1/10 de ce que j'ai vécu. Et j'ai des bons moments comme des moins bons moments, mais on n'a pas assez de temps pour tout parler de ça, malheureusement. Louise, ça te fait quoi d'entendre le vécu de Michel? Mais ce que j'ai déjà dit à Michel, c'est qu'avec son vécu, c'est que j'ai réalisé que je jugeais justement les gens qui vivaient l'itinérance et que j'ai appris vraiment à changer mon fusil d'épaule pour voir ces gens-là différemment. Comment Ouais. tu les vois maintenant? Euh, C'est un peu dur parce que là, j'en ai pas vu beaucoup. Mais quand j'en vois, je leur dis bonjour. Je passe pas à côté, puis je le regarde pas, mais il y a un petit bonjour qui apparaît, ce que je faisais pas avant. Aujourd'hui, donc, ça fait 7 ans, Michel, que tu plus dans la rue. Tu as ton logement aux habitations de l'Ancre. Aux habitations, il y a une intervenante sur place comme ressource. Puis en même temps, tu as aussi ta liberté, ta vie, ton horaire. Hem, Comment tu évaluerais ton sentiment de sécurité depuis que tu habites aux Maisons de l'Ancre? Mon Dieu, c'est 100%. 100% maintenant, vraiment. Je me sens totalement en sécurité. Hem, puis partout, je peux même être installée, sur mon balcon durant la nuit, hem, avec mes petites lumières de Noël allumées, puis écrire, puis pas me sentir, visée de nulle part. Il y a des personnes qui déambulent sur le trottoir, puis je me sens pas, interpellée, menacée. Fait que je me sens vraiment en sécurité. Puis si on se replonge dans le souvenir, tu sais, de tes premières nuits, quand tu es arrivée à ton appartement, ton corps était pas, habitué nécessairement à une sécurité. Comment ça se passait? Excusez, je suis émue. Je me c'était meublé mon logement. J'avais un lit, mais je me couchais pas dedans. Je me couchais par terre. Je pouvais pas croire que c'était pour moi. Je voulais pas avoir un plaisir
un confort venant de cette habitation-là parce que j'y croyais pas. Et puis, fait que je couchais par terre puis avec mes clés dans les mains. Puis j'ai été, si c'est pas un bon 2 ans, certain, à me lever la nuit pour aller à la toilette, revenais puis dire: «C'est pas chez nous ici, qu'est-ce que je fais?» Même que je dépensais pas pour m'acheter une cafetière parce que j'étais sûre de perdre le logement. Puis aujourd'hui, tout ce que je vois alentour de moi, dans ma maison, c'est beaucoup d'investissements financiers de ma part, de la part d'autres personnes qui m'ont aidé à me propulser dans la capacité d'accueillir ce logement-là. Est-ce que tu veux nous le décrire? C'est comment maintenant ton appartement? Hem, Ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de peinture. J'ai beaucoup de pinceaux, d'étoiles. Je peins. Je suis une artiste. Que je commence à m'accepter en tant qu'artiste. J'écris, aussi beaucoup. J'ai un agenda, j'ai un livre jaune qui parle seulement que des belles choses. Je dois écrire seulement que des bons coups, des gratitudes. J'ai un autre cahier, c'est la colère. Un autre cahier, c'est à peu près n'importe quoi. L'été, je me permets d'être sur mon fameux balcon avec mes petites lumières que j'aime tellement, puis, j'ouvre mon parasol en pleine nuit. Ouais, puis j'ai envie de dire: «Regardez-moi, je suis rétablie. Je me rétablis.» Ouais. C'était un long chemin là, pour te rendre là. Ah, très long chemin. Très long parce que avoir un toit, ce n'est pas tout. C'est de faire face à l'accepter, ce toit-là. Surtout quand ça fait longtemps que j'ai vécu par rapport à l'itinérance. C'est c'est tellement long que je me retrouve avec le cerveau dans le jello que j'appelle. C'est-à-dire, pas être en mesure de prendre trop en charge de ma personne, avoir souvent besoin de l'intervenante, hem, ainsi de suite, tu sais? C'est comme pas évident les premières années. J'ai dû même apprendre à cuisiner à nouveau avec un organisme qui m'a montré comment, qui m'a amené aussi dans les, supermarchés, faire un shopping, puis me montrer, des plats que je voulais cuisiner. Ça me fait penser, tu sais, à habiter son corps, là, manger. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a pris, en fait, pour te retrouver dans ton corps après être arrivé? Parce qu'on parle souvent de ça, là, la reconnexion, à soi. Tu me parles un peu de ta reconnexion à ton mental, mais dans ton corps, comment ça s'est passé? Dans mon corps, ça a été difficile. Dans mon corps, moi, comme j'ai, une comorbidité qu'on appelle,
Je suis une personne, obèse morbide. J'ai un grand penchant pour la nourriture. Il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est la drogue et tout ça. Et puis, c'est très difficile pour moi de me séparer par rapport à la nourriture. Puis ça l'amène des fois, certaines guérisons pareilles, comme essayer de me préoccuper du contenu de ma personne au lieu du contenant, afin de m'accepter plus. Puis en m'acceptant plus, ben je mange moins. Fait que ça, c'est des côtés chez moi qui est très difficile. C'est pas facile. Tu aurais besoin de quoi pour te sentir, présente dans ton corps? Je te pose cette question-là parce que tu m'as déjà parlé de l'importance de contact physique. Oui, ça, j'ai compris ça aussi que le côté, affectif, il est pas comblé chez moi. J'ai besoin d'avoir un contact physique avec quelqu'un, présentement. Ça a pas toujours été au début, je pouvais pas, tu sais, mais maintenant, oui. Je pouvais même pas m'accueillir mon corps contre un autre corps de quelqu'un d'autre. Je pouvais même pas, entrevoir ça. Maintenant, oui. Puis ça aussi, ça assouvit. Ça prend place à un assouvissement. Puis, ça dégage la torpeur de ce que j'ai de la grossophobie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire, je suis toujours craintive de qu'est-ce que les gens peuvent dire par rapport à mon poids, ou faire rire de moi, puis tout ça. Puis ça arrivait souvent dans les autobus, ou quand je marchais, ou quand j'allais à la piscine, ou tout ça, tu sais. Puis j'aurais le goût de pleurer à ce moment-là, tu sais, puis je me retiens dans les autobus et tout ça. Mais, ouais, c'est un peu ça. Puis là, je m'en vais vers un rétablissement par rapport au corps physique. Mmh. Le ressenti que je pense, toucher maintenant, c'est la capacité de m'auto-évaluer sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour m'évaluer. Ça, je commence à appliquer ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Hem, je sais qu'il y a un mot, la validation. La fameuse validation, j'avais besoin de ça, 5 fois par jour. Des fois, j'allais voir l'intervenante: «C'est-tu beau mon portrait? C'est-tu beau, ce que j'ai fait? C'est-tu correct que j'ai parlé à une telle? C'est-tu un autre c'est-tu correct que j'ai fait ci, que j'ai dit ça?» Puis jusqu'au jour où ce que la personne, intervenante m'a suggéré: «Écoute, est-ce que toi, tu trouves ça correct? Est-ce que toi, t'aimes ça, ce que tu fais?» Là, ça a donné un autre son de cloche. Puis ça a fait: «Oh mon Dieu, c'est moi qu'il faut qu'il se parente. C'est moi qu'il faut qu'il se rencontre à quel point, tu sais, que je dois me mesurer avec moi, pas venant d'une autre personne, mais seulement que de moi». Ce qui est vraiment tout à ton honneur, puis qui parle, de toutes les forces que tu as développées au courant des années. Tu sais, la soif d'attachement, moi, je crois à ça beaucoup que j'étais en soif d'attachement, c'est-à-dire être amie avec l'intervenant, avoir une relation privilégiée. Puis tout aurait été grâce à elle. Mais maintenant, parce qu'elle m'a aidé à me respecter, maintenant c'est grâce à moi. Puis avec l'entourage, les gens que j'ai choisis.
Michel, quand tu étais en situation d'itinérance, tu étais en mode survie, de ce que je comprends. Euh, Puis s'assurer la survie de ton corps, ça devait prendre pas mal toute ton attention. C'est quoi la différence entre ce moment-là, quand tu étais dans la rue, puis en étant aux Maisons de l'Angle dans ton appartement en sécurité? C'est pas facile, vraiment, là, parce qu'être rodé sur le 911, hem, c'est une drogue. C'est une drogue, très forte, de toujours être sur le qui-vive, puis de se fixer des buts, puis des objectifs, de ramasser 10 mégots de cigarettes, de dire: «Je vais ramasser, tant de canettes pour avoir mon chip chocolat liqueur». Je peux-tu vous dire que des fois, ça rue d'un brancard, puis je me dis: «Mais comment je vais faire pour arrêter de ne pas» en tout cas de survivre là, tu sais? Je vis maintenant. Ce que je m'aperçois, c'est que je vis. Je ne survis plus, je vis. J'ai des moments de survie, c'est-à-dire des moments de 911. Est-ce que tu peux me décrire c'est quoi le 911 dans ton corps? Le 911 dans mon corps, là, c'est, de reconnaître que j'ai un agenda, que je respecte mon agenda et à mon agenda, tout dépendant de comment j'écris, de combien de choses que je dresse dessus, de quel type de liste que je crée, soit une to-do list ou une did list, ça fait que ça bouge durant ma journée. Fait que ça peut mettre sur le qui-vive si je m'en mets trop. Mmh. Puis si je fais une did list, ça, c'est une liste là que, ben, j'ai fait ma vaisselle, je le marque. J'ai fait, admettons, le lavage de plancher, je le marque. Je le marquais pas au début de ma journée que j'étais pour laver la vaisselle, que j'étais pour laver le plancher, mais je le marque à la fin de la journée pour dire: «Hey Michel, tu es allé jusque-là. Même quand tu étais fatigué, tu as été jusque-là». Puis quand on fait de l'art, ben, moi, je me dépose. Fait que je suis pas dans le 911. Je suis plus dans la contemplation, puis un rythme plus, régulier, mais qui est fatigant parce que je dois m'observer. Ça permet une observation de soi. Tandis que quand je suis ébouriffée dans le 911, ben là, je me reconnais pas, je ne me vois pas, je ne me sens surtout pas, puis je fais fi à tous les problèmes qu'il peut y avoir. Fait que c'est pas de santé. Même si maintenant tu as un logement, tu es en processus de rétablissement, il y a des situations de la vie qui te ramènent à être encore dans le 911. Oui, oui. J'ai envie de savoir, Louise, ça te fait quoi d'entendre sur le processus de rétablissement de Michel? Je la trouve forte. C'est une amie, puis je veux pas la perdre, fait que je suis contente, je l'ai encore pour un petit bout. Merci à toi. Ça fait plaisir, Michel. Louise, c'est quoi que tu as l'impression qui a le plus aidé Michel à se rétablir depuis son arrivée aux Maisons de l'Ancre? Qu'elle a pris le temps. Qu'elle a pris le temps de regarder, de voir, de choisir, puis surtout de s'écouter. Wow. Je parle pas beaucoup, mais je regarde. Puis ouais, non, s'écouter, puis c'est vrai que c'est un ami. Oh, merci mon ami. Ça fait plaisir. Je suis très chanceuse.
Je voulais aborder le sujet de l'intervention dès notre premier épisode. C'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans nos discussions sur votre parcours de rétablissement. Puis je parle de vos relations avec les intervenantes que vous côtoyez au Maître de l'encre. Michel, Louise, ça se passe comment une rencontre d'intervention? Alors, c'est comment? C'est-tu prévu? C'est-tu spontané? J'ai envie de vous entendre sur qu'est-ce qui se passe. Moi, je dirais que c'est plus spontané, ça dépend ce qu'on vit. Puis l'intervention est quand même, surtout avec, on peut la nommer, avec Laurence, elle nous comprend, elle nous, pas dirige, mais elle nous aide à prendre des bonnes décisions, puis Laurence, c'est l'intervenante aux des habitations de habitations. l'encre. Oui, Ouais. Oui, moi aussi, je dirais c'est quand même spontané, mais quelquefois, je me surprends, j'écris 2-3 phrases, je me fais un petit cue card de dire: «Bon, ben, je veux parler de ceci, de cela et de cela avec Laurence». Puis ça me permet d'avoir, une distance, puis qu'elle est déjà au courant. C'est envoyé dans son courriel. Puis moi, ça me crée une distance avec le malaise que je vis des 3 choses que je veux lui aborder. Alors, je trouve ça sain comme, démarche. Ça fait partie des démarches que je fais, autant qu'avec les personnes, sur, les lignes téléphoniques là, sur, bon et puis, je me débrouille, de plus en plus à, à avoir, une façon de faire qui va me alléger la tâche, alléger les émotions jusqu'à temps que je la voie. Puis moi, ça m'aide énormément, tu sais, que ce soit prévu, puis que ce soit à l'horaire, puis qu'elle me confirme que oui, elle peut me recevoir. Puis souvent, j'appelais les lignes d'écoute. Je fais ça encore aujourd'hui. J'appelle souvent telle aide. Maintenant, ils rouvrent 24/7. Ben, les deux, j'ai envie de vous entendre sur votre niveau de confiance par rapport au fait d'aller vers les intervenants, intervenantes. moi, ça l'a évolué beaucoup parce qu'au début, j'avais toujours peur de déranger. Maintenant, cette semaine, je me suis mis à lui écrire, envoyer des courriels parce que les 3 premiers jours, je n'étais pas à la maison. Puis j'avais des réponses immédiatement. Fait que, c'est vrai que là, dernièrement, je vois que je vis quelque chose qui est quand même pas bien. Puis j'ai vu que les maisons de l'encre sont en arrière de moi. Et ça, j'apprécie énormément. Puis tout ça, c'est grâce à vous tous. Parce que d'une façon, Ariane t'en fait partie. Comment tu sens qu'on est avec toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as ce sentiment-là? Parce que ça avance. Sur qu'est-ce que je vis dernièrement, je vois que tout de suite sont là, puis tout de suite ils appellent, puis ça, j'apprécie énormément. Puis ça m'aide à continuer, puis à vouloir faire les exercices, puis pas lâcher. Parce qu'il n'aurait pas été là, je me serais assis, puis j'aurais rien fait. Mhm. Ça te prend cet accompagnement-là? Oui, encore aujourd'hui, oui. Moi, je pourrais pas vivre sans accompagnement. Puis c'est triste. C'est triste de savoir qu'un être humain de mon âge, j'ai 60 ans, bientôt 61, et de reconnaître que j'ai besoin d'une intervenante ou d'un intervenant quelconque pour, m'aider à m'acheminer vers la prise en charge de ma personne. J'ai, ça me touche beaucoup. Puis moi, je vous dirais que j'ai pas eu le choix d'adhérer à nommer les choses que j'ai nommées avec les intervenants. C'était important pour moi. Parce que j'avais l'impression vraiment de mourir. Puis quand on a l'impression de mourir à soi-même,
C'est une urgence. C'est une urgence, c'est une forme d'importance à rencontrer les personnes tout de suite. Fait que quand on est écouté pour des marasmes intérieurs aussi profonds que les miens à ce moment-là, ben je me trouvais bien chanceuse. Puis moi, je trouvais que j'étais quasiment... j'étais pas à beach, là, mais je me sentais bien. Je me sentais en sécurité. Je pouvais avoir quoi que ce soit, puis il était pour être là, puis prendre soin de moi, tu sais. Mm. Je devrais mettre le voile de Laurence dans ma tête plus souvent au lieu du hamster, comme je dis souvent. Mais non, c'est... Elle nous amène vers quelque chose qui peut nous porter à réfléchir. Surtout sur le goût de vouloir continuer à vivre. Ça te fait penser à quoi, Michel? Et ça me touche beaucoup. Parce que moi, ce que je parlais tantôt, la fameuse validation, tu sais, une validation, c'est quand même profond, dans le sens que c'est habituellement un enfant qui demande ça à sa mère, tu sais. Puis de rencontrer Laurence, c'est de la laisser telle qu'elle, que c'est pas une mère, que c'est pas ta meilleure amie, puis que c'est pas ta sœur, puis qu'elle valide certaines affaires. J'ai eu beaucoup confiance en elle dès la première fois que je l'ai vue. Ça fait au moins 10 ans que je pense que je la connais, là. Et puis, elle m'a connue, elle, comme SDF. Et puis, elle m'avait suggéré, Michel, est-ce que tu peux signer un papier que je puisse parler à ton médecin? Puis moi, j'y avais dit, moi, je signe rien, tu sais. On m'a dit de jamais rien signer. Fait qu'elle réessaie. Elle dit, est-ce que tu voudrais avoir des soins? Elle dit, moi, je vais le faire doucement, tranquillement. On va parler avec le médecin, puis est-ce que tu me donnes la permission? Puis depuis ce temps-là, j'ai donné la permission. Fait que je suis très heureuse d'avoir écouté cette intervenante-là. J'y dois beaucoup. D'ailleurs, toutes les personnes des maisons de l'Ancre, je leur dois énormément. Ça fait que je me sens plus mature grâce à ces personnes-là. J'ai eu l'occasion d'assister à des congrès, j'ai eu l'occasion de... un paquet de trucs qui m'a fait grandir. Mm. Vous le savez, ça prend beaucoup, beaucoup d'ingrédients pour se rétablir. C'est pas seulement une ressource ou une solution dont on peut avoir besoin. C'est un ensemble de ressources différentes. Ça peut être l'accès à des ressources financières, des centres de crise, de la thérapie, des groupes communautaires, une maison d'hébergement, name it. Il y en a tellement de choses qu'on peut avoir besoin. C'est aussi retrouver un équilibre d'hygiène de vie avec des outils au quotidien, comme des journaux de bord, des agendas, réapprendre à cuisiner. Ça fait beaucoup. J'aimerais vous entendre sur les façons dont votre établissement est passé par le fait de retrouver le sentiment d'habiter votre corps, d'être chez vous, dans votre corps. Moi, je pense que je souffre de... comment est-ce qu'on appelle ça? La dissociation. Fait que c'est sûr que j'habite mon corps peut-être une fois sur deux, dans toutes circonstances. Puis m'habiter, pour moi, c'est sûr que ça se fait dans un réseau où ce que je me sens en confiance. Je peux pas faire ça autrement. Comme moi, pleurer, c'est très difficile. Puis quand je pleure, je suis très heureuse, curieusement, de pleurer. Parce que la personne touchée, qui est moi, vit des choses vraiment profondes, puis qui expie ça, qui sort de ça, tu sais, qui sort de son... pas de son corps, mais
de son âme la souffrance qui y habite. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans aussi. Et si je regarde mon parcours, qui fait à peu près 48 ans, 49 ans, c'est aujourd'hui à 60 ans que j'apprends à habiter mon corps, puis de faire des choses pour moi, de m'occuper. Là, avec ma fille, cette semaine, on a acheté de la crème pour le visage. 60 ans, il y a des rides qui s'en viennent, fait qu'on a acheté de la crème anti-rides. Fait que là, c'est pas moi faire ça. Fait que oui, maintenant, j'habite mon corps. Je fais attention à ce que je mange. Ce que je faisais pas avant, ça me prenait toujours des chocolats, des chips, même une liqueur diète pour compenser. Mais depuis les habitations, puis depuis là, encore Laurence, et les rencontres qu'on a eues aussi pour préparer le balado, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. En voyant que j'étais capable vraiment de parler et non de garder le silence. Puis de voir qu'il y avait de l'écoute. Parce qu'avant les maisons de langue, je fermais ma bouche. Et je disais rien, j'encaissais. C'est grâce aux maisons de langue que j'habite maintenant mon corps. Et que je veux continuer d'être là pour un petit bout de temps. Puis pour toi, Louise, ça pourrait ressembler à quoi être rétabli ou en rétablissement? Comme on dit, oui, la guérison, il y a un début puis à la fin. Mais en santé mentale, c'est différent. Tu es pris avec. Fait qu'il faut que tu te rétablis. Puis il y a des fois, tu montes des marches, puis t'as des boules. Fait qu'il faut se rétablir, puis on essaie de remonter. Fait que c'est ça le mot rétablissement pour moi. Parce qu'on peut pas s'en sortir. Il faut juste se rétablir, puis vivre au jour le jour. Ouais, C'est apprendre à vivre avec les C'est ça. difficultés. Oui, c'est ça. c'est de vivre avec, comme tu viens de dire, puis on avance, on essaye. On arrive déjà à la conclusion de notre premier épisode. Michel, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton partage? Qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple, à une femme qui est en difficulté puis qui a peut-être pas encore osé demander de l'aide? Ça me touche tellement. S'il te plaît, n'aie pas honte. Brise ton silence de honte. Cherche un lieu sécure pour toi, pas pour les autres, pour toi. Un lieu sécure à l'intérieur de toi. Pour te faire confiance. Et faire confiance à la vie. Peut-être que toi aussi, tu seras l'heureux élu d'un logement supervisé où ce que tu vas te sentir totalement en sécurité et dans un processus de rétablissement. C'est ce que j'ai envie que tu retiennes. Merci. Louise, au prochain épisode, on va en apprendre plus sur ton histoire.
puis explorer à travers ça, c'est quoi la place de la connexion aux émotions dans le rétablissement. Comment tu te sens par rapport à ça? Un peu nerveuse, Mhm. mais prête parce que les sujets qu'on dit tabous, faut en parler. Parce qu'il y en a sûrement d'autres qui n'osent pas parler. Puis ce que je dirais, s'il te plaît, allez en parler. Trouvez des personnes qui sont capables de vous écouter. C'est ce que j'aurais à dire. Gênez-vous pas. Ayez surtout pas honte. Surtout pas. Vous avez eu la chance de trouver ces personnes-là, l'une et l'autre. Oui. Pour moi, s'il n'y aurait pas eu les maisons de l'encre, je sais pas ce que je serais rendue aujourd'hui. Puis il y a une personne que je pense à elle beaucoup. C'est une femme que j'ai rencontrée comme travailleuse de rue, qui m'a dit la première fois quand elle m'a vue, « Mais dis donc, Michel, quel est ton rêve? » Puis je ne pensais pas avoir un toit sur la tête quand elle m'a demandé quel est mon rêve. Je pensais à toutes sortes de choses. Chanter, être présentatrice, conférencière, auteure. Ça l'a donné un levier. La maladie mentale, elle a quitté les lieux au moment où elle a posé cette question. Parce qu'elle a vu autre chose qu'une personne avec un trouble de santé mentale. Elle a vu une personne. Voilà. Je vous remercie à toutes les deux. Vos partages sont riches. Puis je me sens privilégiée de vous entendre. Merci beaucoup à toi. Merci. Ce fut un honneur. Merci d'avoir épuisé cet épisode. Notre épisode. Si vous voulez en savoir plus sur les Maisons de l'encre, cliquez sur les liens dans les notes écrites du balado sur votre écran. L'organisme dépend de donateurs pour continuer à exercer sa mission. L'approche des Maisons de l'encre repose sur une vision profondément humaine, féministe et inclusive qui vise à accueillir chaque personne sans condition et sans jugement. Dans un milieu de vie sécuritaire et accueillant, l'accent est mis sur la dignité et l'écoute des besoins réels et individuels. La valorisation de l'expérience vécue est au cœur des interventions. On y reconnaît les forces, les capacités et les savoirs de chaque femme, personne trans ou non-binaire afin de mieux les soutenir dans la reprise de pouvoir sur leur vie. Notre balado est enregistré à Montréal et conçu par le comité balado des Maisons de l'encre et la réalisatrice Zoé Gagnon-Paquin. Il est rendu possible grâce à un financement de la Table des groupes de femmes de Montréal et la Ville de Montréal. À l'enregistrement, Kevin Gironnet et William Morer de Virage Sonore. Composition et post-production, Louis-Olivier Desmarais. Réalisation Zoé Gagnon-Paquin.